Bonjour à toutes et à tous. Euh, Écoutez, déjà, c'est très sympa parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc, c'est très sympa pour ceux qui ont organisé. J'en fais pas partie, mais je pense à tous ceux qui ont participé à l'élaboration de cette journée. Euh, J'ai vu qu'il y avait 170, 180 personnes. C'est super. Donc, merci pour ceux qui ont organisé tout ça. Renaud, Michel, Jean-François, Bernard, Gérard. Et bien sûr, Xavier Berdot, et j'en oublie certains, mais ça va me revenir. Moi, on m'a demandé de vous parler des nouveautés réglementaires. Alors, il s'est passé beaucoup de choses en 2 ans. Alors, tout cela a débuté quand il y a eu des médiatisations sur des patientes qui ont fait des complications sur des bandelettes sous-urétrales et des prothèses de chirurgie du prolapsus. Donc, c'est apparu à la fois dans la presse internationale et puis dans la presse française, que ce soit la presse écrite ou que ce soit des émissions télévisées comme le fameux Cache Investigation du 27 novembre 2018, où on ne parlait pas que des prothèses de prolapsus, puisqu'on parlait aussi des prothèses de genoux et autres, mais effectivement, il y avait quand même un point sur la problématique des prothèses et des bandelettes synthétiques. Euh, Suite à cela, il y a eu une très grosse réaction quand même des tutelles, soulignons-le, par cette pression médiatique. Et donc, beaucoup d'entre nous ont été conviés sur un mode multidisciplinaire à des réunions, vous voyez, qui se sont échelonnées entre décembre 2018 et ça continue encore, à la fois au ministère de la Santé, donc à la DGOS, à la fois à la NSM, à la HAS. Et donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été initiées. On n'est pas encore au bout, vous allez le voir. On a commencé par quelque chose d'assez difficile, ce qui avait été une réunion à la NSM en janvier 2019, où il y avait des associations de patientes et où elles avaient fait réaliser par des patientes des petits films qui racontaient leur vie, effectivement, de qualité de vie extrêmement dégradée suite à des complications après des chirurgies du prolapsus ou de l'incontinence. Et il n'y a pas à revenir dessus, ce sont des vraies complications. Et quand on a des complications de ce type-là, effectivement, que la qualité de vie est extrêmement dégradée. Et donc, vous voyez, sur un mode multidisciplinaire, chacun a donné un petit peu son avis sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses, à la fois de l'information. Pourquoi est-ce que nous, finalement, on disait qu'il fallait continuer à utiliser des bandelettes sous-urétrales et des prothèses de prolapsus alors qu'il y avait ces complications horribles rapportées dans les médias. Et donc, on a réexpliqué point par point pourquoi quand même ces bandelettes sous-urétrales en plastique et ces implants prothétiques, que ce soit par voie vaginale ou par voie cœlioscopique, apportaient des bénéfices aux patientes et qu'il nous semblait impossible de faire sans, si ce n'est à faire une espèce de marche arrière énorme sur le plan de la prise en charge des pathologies type incontinence urinaire ou prolapsus génital. Alors ensuite, il y a eu des réunions au ministère de la Santé et on a eu l'impression qu'au départ, ils voulaient s'orienter tout de suite sur un arrêté d'encadrement des pratiques de la chirurgie du prolapsus. Et il y a eu des réunions avec un projet où, vous le voyez, eh bien, la mise en place des chirurgies, la mise en place des prothèses pour le prolapsus serait réservée à certains centres, à certains praticiens, avec un minimum d'activité que bien entendu, il faudrait avoir été formé correctement. Donc, il y avait tout un tas de choses qui étaient en projet, mais finalement, cet arrêté, pour l'instant, n'est pas arrivé à maturité et il n'a jamais été publié. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'arrêté encadrant la pratique de la chirurgie du prolapsus, alors que vous allez voir qu'il y a maintenant un arrêté qui encadre la mise en place des bandelettes sous-urétrales. Alors, ce qui a bien avancé, c'est le travail de la NSM et de la CNEDIMS, qui est sous tutelle de la HAS, la CNEDIMS. Et maintenant, il y a une évaluation des bandelettes et des prothèses par ces commissions et qui se fait vraiment matériel par matériel, bandelette par bandelette, prothèse par prothèse, voie d'abord par voie d'abord. Donc, le fabricant est obligé de présenter des données sur sa prothèse, sur sa bandelette. Et ensuite, il a ou non
une autorisation de mise sur le marché en France, donc quelque chose de beaucoup plus contraignant que ce qui n'existait auparavant. Et donc, vous avez vu ce qui s'est passé. Depuis 1 an et demi, il y a eu une diminution très importante du nombre de bandelettes sous-urétrales sur le marché en France. Et parallèlement, il y a eu une disparition de toute prothèse vaginale sur le marché, non pas parce qu'il a été déclaré qu'elles étaient que c'était une chirurgie qui ne fallait pas être, qui ne devait pas être réalisée, mais simplement parce que les prothèses qui ont été présentées à la CNEDIMS eh bien, n'avaient pas de données, puisque les prothèses sur lesquelles nous avions le plus de données, type le ProLift, eh bien, finalement, celles-là, elles avaient été retirées par le fabricant, mais pas du tout, ce n'était pas une décision de la CNEDIMS. Et actuellement, le processus se poursuit sur l'évaluation des prothèses de promontofixation et nous aurons ces résultats-là d'ici la fin de l'année. Donc, je vous ai parlé d'un arrêté d'encadrement pour la mise en place des prothèses de type bandelette sous-urétrale pour le traitement de l'incontinence urinaire à l'effort de la femme. Hein, ça ne s'applique pas à l'homme. Eh bien, vous voyez, il y a des choses très évidentes. Il faut bien entendu que la patiente ait été évaluée par un… Je vais aller fermer la fenêtre 2 secondes. Il faut que la patiente ait été évaluée par un bilan urogénital de l'incontinence urinaire, donc c'est par un urologue ou un gynécologue, et qu'éventuellement il y ait un examen neurologique du périnée qui soit réalisé, mais c'est du plus ou moins, donc ça n'est pas une obligation. Il faut que la patiente soit informée de tous les traitements possibles et surtout des traitements conservateurs avant d'en arriver à une chirurgie par bandelette sous-urétrale. Il faut remettre des fiches d'information à la patiente. Alors pour l'instant, chaque société savante a sa fiche d'information de bandelette sous-urétrale, mais il va y avoir une fiche supplémentaire du ministère de la Santé et cette fiche est encore en cours d'élaboration. Il y a encore des allers-retours entre le ministère, les associations de patients et les professionnels de santé. Et surtout, vous voyez, ça c'est la vraie nouveauté, avant de mettre en place une bandelette sous-urétrale, il faut que le dossier ait été discuté en RCP de pelvipérinéologie et que cette RCP contienne un urologue, un gynécologue, les deux, hein, et éventuellement d'autres médecins. Mais il faut au moins un uro, un gynéco à cette RCP. Et il faut que le compte-rendu soit remis à la patiente avant l'opération et qu'il y ait un délai de réflexion suffisant sans qu'il y ait de durée vraiment indiquée dans cet arrêté. Alors, il n'y a pas de seuil d'activité, c'est-à-dire on ne vous dit pas qu'il faut faire 20, 30 ou 100 bandelettes par an pour pouvoir continuer de les faire. On vous dit simplement dans cet arrêté qu'il faut avoir été correctement formé. Et ce qui a été défini, c'est qu'il faut au moins avoir fait sous la direction d'un chirurgien expérimenté, il faut avoir fait 15 procédures rétropubiennes si vous voulez faire du rétropubien et 15 procédures de transobturateur si vous voulez faire de la voie transobturatrice. Donc effectivement, actuellement, tous les jeunes praticiens vont devoir quand même faire une sorte de collection de compte rendu opératoire dans lequel il soit indiqué qu'ils aient eu cette formation pour telle voie d'abord, tel jour, avec tel chirurgien expérimenté. Ensuite, il faut qu'il y ait une pratique régulière sans qu'il y ait de seuil indiqué. Pour l'opération en elle-même, rien de particulier. Il faut faire une urétrocystoscopie si vous voulez rechercher une plaie vésicale pour un TVT rétropubien, par exemple. Il faut qu'il y ait une traçabilité du dispositif médical, mais ça, c'était déjà dans la loi. Et en revanche, ce qui change, c'est que maintenant, il faut faire une consultation dans le mois qui suit l'implantation. Moi, je l'ai revoyé un tout petit peu plus tard, à 6 semaines, donc j'ai changé sur ce plan-là. Et puis, il faut les revoir à 1 an systématiquement. Là encore, moi, je les remettais dans les mains de leur gynécologue de ville. Et maintenant, il faut qu'on les revoie à 1 an. Donc, c'est des choses qui vont un petit peu changer nos pratiques. Ensuite, sur la prise en charge des complications, il y a des choses indiquées dans cet arrêté. Globalement, qu'il ne faut s'en occuper des complications que si vous en avez vraiment la compétence. Et deuxièmement, il faut discuter de chaque cas de complications en RCP, comme ça semble assez évident. Mais là-dessus, sur la prise en charge des complications, il va y avoir prochainement des recommandations. En parlant de recommandations, ça aussi, ça fait suite à tout le brouhaha médiatique qu'il y a eu en 2018-2019. Il y a maintenant des recommandations de la Haute Autorité de Santé sur l'évaluation et la prise en charge non chirurgicale et chirurgicale du prolapsus génital de la femme, qui sont toutes récentes
Ils nous ont envoyé les épreuves finales là, le 6 mai 2021 pour relecture. Donc, vous allez pouvoir les voir très prochainement sur le site de la HAS. Alors, bon, il y a des choses très évidentes sur le diagnostic initial sur lesquelles je ne reviens pas. Ce qui a vraiment maintenant été indiqué très clairement, c'est qu'il faut absolument que toutes les patientes se voient proposer un PCR en première intention, quel que soit leur âge, quel que soit le stade du prolapsus. Vous ne pouvez pas amener une patiente à une chirurgie du prolapsus si elle n'a pas, si ça n'a pas été évoqué avec elle ou si elle ne l'a pas essayé. Alors, ce n'est pas aussi précis que ça dans la recommandation. Mais globalement, il faut au minimum leur en parler, quel que soit leur âge, quel que soit le stade du prolapsus. Même une rectocèle, pourtant on sait que pour les rectocèles, c'est difficile souvent à appareiller. La rééducation, elle, il faut absolument qu'elle soit proposée en cas de prolapsus modéré, ce qui correspond à l'efficacité de la rééducation pour les stades 1 ou 2 et pour les 3, 4, effectivement, on sait que ça ne va pas résoudre le problème de l'extériorisation. Ensuite, concernant la chirurgie, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, alors là, vous verrez que sur les diapositives, il y a marqué que la chirurgie ne peut être proposée que si le prolapsus est strictement supérieur au stade 2, mais ça, on leur a fait remarquer dans la relecture, c'est supérieur ou égal. Donc, ça va être corrigé dans la version définitive. Vous verrez que c'est supérieur ou égal au stade 2, ce qui correspond à la pratique actuelle. On n'opère pas les stades 1 isolés. En revanche, à partir d'un stade 2 symptomatique, ça peut se concevoir. Chose vraiment importante, c'est que la Haute Autorité de Santé, donc avec ce travail multidisciplinaire, a réussi quand même à donner des indications sur quelle est la voie d'abord à privilégier, alors qu'on n'en avait pas été capable. Vous vous souvenez qu'il y avait eu des recommandations entre 2016 et 2018, au départ par le CUROP de l'AFU, puis qui avaient été reprises par l'ensemble des sociétés savantes. Et on ne s'était pas décidé sur quelle est la voie d'abord à utiliser en première intention pour la prise en charge d'un prolapsus non récidivé de la femme. Et là, la HAS a réussi, par son groupe de travail, finalement, à arriver quand même à des recommandations où vous voyez que, par exemple, la voie basse autologue, elle est à privilégier en cas de rectocèle isolée, moyenne ou basse, ce qui correspond effectivement à moi, à ma pratique, donc ça ne m'a pas vraiment choqué. Que le colpoclésis peut être proposé chez les femmes très âgées, qui ne peuvent pas tolérer un autre type de chirurgie, et que la promontofixation avec prothèse synthétique est quand même la technique de référence en première intention pour le prolapsus apical et la cystocèle. Donc, vous voyez qu'il y a des choses quand même très intéressantes dans ces nouvelles recommandations de la Haute Autorité de Santé. Autre chose très intéressante et nouvelle… Excuse-moi, Xavier, oui, on est un petit peu serré sur le timing. quasiment fini. Super, merci. Il y a des nouveaux codes CCM qui nous permettent maintenant de coter les chirurgies d'explantation des prothèses de prolapsus, alors qu'avant, on était obligé de bidouiller avec celle de bandelettes sous-urétrales. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté intéressante. Et pour finir, la suite, c'est dans quelques mois où vous aurez des recommandations pour la prise en charge des complications de la chirurgie, à la fois de l'incontinence urinaire et du prolapsus avec prothèse. Mais ça, c'est encore en cours. Voilà. Merci beaucoup. J'aurais juste une petite question, si c'est possible. C'est peut-être plutôt une suggestion plutôt qu'une question au docteur Desfieux. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Nous concernant les bandettes sous-urétrales, on sait bien que c'est pas donné à tous les internes, à tous les chefs de clinique de se présenter dans un centre où la pose de bandettes, c'est une pratique courante régulière. Moi, je suggère, par exemple, de créer comme une sorte de workshop ou de formation aux jeunes internes, aux jeunes chefs. Comme ça, on est sûr qu'ils ont eu tous une chance égale de voir et de pratiquer cette technique et la pose de bandettes sous-urétrales. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais… Je pense depuis longtemps que la vie, de toute façon, n'est pas égale, que tout le monde n'a pas à apprendre la chirurgie cancérologique ou la mise en place de bandelettes sous-urétrales. Donc, de toute façon, il faut que certains se destinent à cette chirurgie, comme d'autres se destineront à la reconstruction sénologique ou à la carcinose ovarienne. C'est des chirurgies, il n'y a pas besoin que tout le monde en fasse. Donc, c'est un peu compliqué d'imaginer que tous les internes soient formés à faire 30 chirurgies de l'incontinence urinaire, plus 20 promontos, plus 20 chirurgies vaginales. C'est des choses qui vont se faire petit à petit, c'est-à-dire au fur et à mesure de vos rencontres dans les services que vous allez vous
plutôt vous diriger vers tel ou tel type de pratique, que ce soit en urologie ou en gynécologie. Et après, il faudra que vous vous mettiez dans une équipe où vous allez pouvoir apprendre petit à petit, pendant votre internat et le post-internat, la chirurgie des bandelettes et la chirurgie du prolapsus. Mais vu les nombres de cas qui sont envisagés, ça paraît quand même assez compliqué que tous les internes fassent tous ça, et pour toutes les sous-spécialités de la gynéco et de l'urologie. C'est toujours la même problématique. Problématique, ouais.